Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à la demande de nombreux d'entre vous, de beaucoup d'élèves de ma communauté, qui est une demande qui m'a toujours été remontée, celle de commencer des vidéos d'algèbre et de voir avec vous les notions d'algèbre, parce qu'effectivement, il y a eu énormément de vidéos sur cette chaîne, si vous me suivez, d'analyse, donc des vidéos sur les fonctions, sur les suites, etc., quelques vidéos sur l'arithmétique ou les nombres complexes, ou autre, mais pas véritablement en cours d'algèbre comme il se doit. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à cette demande. Et donc j'ai décidé de faire les choses bien et donc de commencer par le commencement, c'est-à-dire par les structures algébriques, ce qu'on appelle les structures algébriques. Donc aujourd'hui, on va parler de loi de composition interne, on va parler de groupe, on va parler d'anneaux, on va parler de groupe commutatif, on va parler de magma, on va parler de toutes ces notions de structure algébrique qui est le fondement de l'algèbre pour pouvoir ensuite nous baser sur cette vidéo de cours pour introduire d'autres notions qu'on va voir dans des vidéos prochaines, notamment les espaces vectoriels, etc. Tout ce qui a trait à l'algèbre finalement, qu'on va essayer de voir sur cette chaîne. Donc, et pour ce faire, il faut comprendre les notions qu'on va voir aujourd'hui, que je vous propose de voir aujourd'hui, donc qui sont les structures algébriques. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire si cette perspective d'aborder des vidéos d'algèbre vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas évidemment à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs. N'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. Et donc on va commencer ce cours, on a du pain sur la planche, on va commencer ce cours sur les structures algébriques. Donc, alors, on va commencer d'abord par parler des lois de composition interne. Alors, loi de composition interne. Qu'est-ce qu'on appelle loi de composition interne? Alors, d'abord, on va définir deux choses. Loi de composition interne et magma. Donc, la définition est la suivante. Donc, loi interne. Alors, donc, on appelle loi de composition interne, sur M, un ensemble. Donc d'abord, on va considérer M un ensemble, effectivement. J'aurais dû le faire dès le début. Donc, soit M un ensemble. Alors, un ensemble, ça peut être un ensemble, c'est une collection d'objets, je ne l'ai pas défini ici, mais c'est évident, c'est un ensemble d'éléments qui peuvent être des nombres, qui peuvent être, peu importe, c'est un ensemble, c'est une collection d'objets mathématiques. Donc, on appelle loi de composition interne sur M. Alors, ou simplement loi sur M. Toute application de M croix M, c'est-à-dire du produit cartésien M croix M, qui s'applique à un couple d'éléments qui appartiennent à M dans M. Alors, effectivement, c'est une application qui va prendre en compte deux éléments de M, d'accord, de M croix M, et qui va nous donner un élément qui va être également dans M. C'est pour ça qu'on dit que c'est une loi de composition interne, parce qu'elle transforme un couple d'éléments en un élément qui appartient toujours à M. Donc on ne va pas sortir de l'ensemble M, c'est pour ça qu'on dit que c'est une composition interne, d'accord? On va composer avec deux éléments qui appartiennent à M, et on va évidemment trouver un élément, on va transformer ces deux éléments en un élément qui se trouve dans M. On va voir les exemples. Par exemple, si on prend l'ensemble des entiers naturels petit n, et on prend la loi de composition interne plus, et bien c'est une loi de composition interne plus. L'addition, c'est une composition interne sur l'ensemble des entiers naturels. Si vous prenez 2, par exemple, un élément de n, un entier naturel, 2, et 5, et vous faites 2 plus 5, et bien ça nous donne 7, d'accord? C'est une loi.
c'est ce qu'on appelle des opérations, c'est ce qu'on a défini comme étant des opérations, une opération, mais ici on va voir que c'est une loi parce qu'on reste dans l'ensemble, d'accord? Alors, moins par exemple, c'est pas une loi de composition interne dans n, parce que vous pouvez prendre un élément qui est égal à 1, qui est un entier naturel, vous prenez 5, vous faites 1 moins 5, ça fait pareil. Je sors de l'ensemble des entiers naturels, parce que ça nous donne quelque chose de négatif, ça fait moins 4, moins 4 n'appartient pas à n. Donc c'est pas une loi de composition interne. Pour que ce soit une composition interne, il faut que le résultat de cette transformation induite par cette loi reste dans l'ensemble des entiers naturels, enfin reste dans l'ensemble, en l'occurrence ici M, si je parle d'un ensemble en général. Ensuite, intéressant, c'est ce qu'on va appeler magma, d'accord? On appelle magma tout couple M étoile, d'accord, constitué d'un ensemble M, d'accord, et d'une loi interne, et d'une loi de composition interne, étoile sur M. D'accord? On appelle magma tout couple M étoile. Un couple, si je vous prenais un ensemble, vous prenez étoile ici, par exemple, une loi de composition interne étoile, et bien un magma, c'est simplement cet assemblage ensemble et associé à une loi de composition interne. Alors, des exemples, comme on l'a dit tout à l'heure. Exemple, si on prend n, par exemple, n avec la loi plus, vous prenez également n avec la loi fois, multiplication, ce sont des magmas, d'accord? Des magmas, car l'addition et la multiplication sont deux lois de composition interne, ou sont des applications de n croix n dans n, d'accord? Je l'ai expliqué, donc voilà, donc ce sont des lois effectivement de composition interne. Voilà, donc des magmas, des magmas, car l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, si on prend Z, l'ensemble des entiers relatifs, avec la loi de composition moins, d'accord? Ça, c'est un magma, d'accord? Est un magma. Pourquoi? Parce que si vous prenez deux entiers relatifs, si vous faites un moins l'autre, ça va être toujours dans Z. Par contre, N-, ça n'est pas un magma, d'accord? Zn- n'est pas un magma, car la différence de deux entiers n'est pas forcément un entier naturel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on peut avoir plein d'autres exemples. Par exemple, si on prend les matrices, l'ensemble des matrices MNK, par exemple, avec plus... ou avec la multiplication, MNK ça veut dire les matrices d'ordre n, avec n lignes, n colonnes. Mais étant donné qu'on n'a pas encore vu les matrices, je ne vais pas en parler. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on appelle un magma, ce qu'on appelle une loi de composition interne. Maintenant, on va voir des définitions qui vont avoir trait à ces lois de composition interne, et donc notamment deux éléments très importants que sont la commutativité et l'associativité. Alors, commutativité et associativité. Alors, commutativité, c'est associativité. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux notions? Alors, définitions, ce sont encore des définitions. Hop. Alors, on dit que M, évidemment si on considère toujours que M étoile est un magma, d'accord? Donc je vais l'écrire ici, soit
M étoile un magma, ça veut dire M un ensemble, étoile ici une loi de composition interne sur cet ensemble. On dit que M étoile est un magma commutatif ou est commutatif si ou que tout simplement ou que la loi de composition interne ou que étoile est une loi commutative. Alors, si vous prenez n'importe quel couple d'éléments qui appartiennent à M, quel que soit xy appartenant à M, si vous avez x étoile y égale à y étoile x, d'accord? Loi commutative, par exemple, la multiplication dans R. 2 fois 3, c'est pareil que 3 fois 2, d'accord? Vous pouvez commuter, vous pouvez inverser l'ordre dans le calcul, dans l'application de cette loi de composition interne, et ben ça nous donne la même chose. Et c'est ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une loi commutative, d'accord? L'addition est une loi commutative, la multiplication est une loi commutative. Par exemple, si vous prenez des magmas comme N+, si vous prenez des magmas comme Z-, par exemple, alors peut-être pas Z-, parce que si vous avez par exemple 2 moins 3, c'est pas pareil que 3 moins 2. Donc la loi moins n'est pas commutative sur Z. Attention. Par contre, l'addition, elle est commutative. Si vous faites 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2 dans Z. Alors, ensuite, ça c'est la commutativité, c'est très simple. Donc, vous observez petit à petit qu'en fait, avec cette partie, avec cette notion de loi de composition interne et de ces structures algébriques, on est en train de décortiquer ce qu'on considérait comme étant des évidences, et donc on est en train de les généraliser. On est en train de généraliser ce qu'on appelait des opérations, mais qui s'avèrent être des lois de composition interne, donc des applications. Donc on transforme des opérations simples en applications, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc, deuxième notion, c'est que c'est la notion d'associativité. On dit que M, l'ensemble M muni de la loi étoile, est un magma associatif, ou que la loi de composition interne étoile est associative si vous prenez quels que soient 3 éléments, prenez X, Y et Z, 3 éléments qui appartiennent à l'ensemble M. Si vous avez X étoile Y étoile Z égale à X étoile Y étoile Z, d'accord? En fait, si vous avez, peu importe les éléments, enfin finalement, si vous commencez par appliquer l'opération, la loi de composition interne aux 2 éléments X, Y, et que vous appliquez ensuite à Z, c'est la même chose que de commencer par appliquer la loi de composition à Y étoile Z, puis ensuite, enfin X à Y étoile Z, d'accord? Donc ici, l'ordre dans les opérations importe peu, d'accord? Si l'ordre dans l'opération importe peu pour cette loi de composition interne, eh bien on va dire qu'elle est associative, et on va dire que l'ensemble muni de cette loi, qui est du coup un magma, que le magma avec cette loi est associatif. Voilà les amis, pour ces 2 notions très importantes que sont les notions de commutativité et d'associativité. Alors, voilà, donc on a 2 notations, ça c'est très important aussi, remarque, c'est qu'on a 2 notations importantes. On a une notation qu'on va dire multiplicative, d'accord? Donc notation multiplicative. Une notation multiplicative, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que par exemple, si vous considérez, vous avez par exemple n éléments, donc pour x, un élément qui appartient à l'ensemble M, et n, un élément, un entier naturel, donc prenons M un ensemble, x appartient à M. La notation multiplicative, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de dire, plutôt que d'écrire x étoile x, n fois, d'accord? Si vous appliquez la loi de composition interne
à nx, n fois, eh ben, on peut écrire comme quand on a une multiplication, une puissance, on va écrire x puissance n, d'accord? Et cette écriture, c'est ce qu'on va appeler une écriture tout simplement multiplicative, d'accord? Une notation multiplicative. On a aussi une notation qu'on va dire additive. Une notation additive. Et la notation additive, c'est tout simplement comme tout à l'heure, sauf qu'ici, on va considérer, comme tout à l'heure, x appartient à m, n appartient à n étoile. La notation additive, si vous avez, par exemple, x étoile, x étoile, x étoile, x, étoile x n fois, plutôt que d'écrire x puissance n, eh ben on va écrire n x. D'accord? Tout dépend de votre notation. Si c'est une notation additive, eh ben c'est n fois x. Si c'est une notation multiplicative, c'est comme une multiplication, c'est x puissance n. D'accord? Pour une loi ici que j'ai appelée étoile. D'accord? Évidemment, on considère m étoile notre magma. Voilà, donc vous prenez par exemple des exemples de magma, enfin de lois associatives ou de magma associatif et commutatif. Prenez par exemple, donc ça peut paraître évident, ça l'est en réalité, mais il faut essayer de donner de la rigueur à l'évident. Et c'est ça l'importance de cette partie. C'est pour ça qu'on commence l'algèbre par cette partie structure algébrique, pour que vous ayez une rigueur dans la manipulation de ces objets algébriques qu'on va utiliser, qu'on va manipuler par la suite. Et c'est très important également dans la compréhension et la résolution d'exercices et de problèmes. Donc, les exemples, on peut prendre n, l'ensemble n qui va être muni de la loi plus, n fois, peu importe, z plus, z fois, etc., etc., r plus, r fois, c plus, etc., etc., Donnez-moi en commentaire N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un doute. Hein. Donc ça, ce sont des magmas commutatifs. Et si on prend plus, c'est fois, bien sûr, et associatifs. Évidemment, si vous faites 2 fois 3, puis après fois 4, c'est la même chose de faire 2 fois 3 fois 4. Hein. Peu importe par ce par quoi vous commencez. Alors évidemment, il faut qu'il y ait toujours la même loi de composition interne. Ne faites pas plus fois. Hein. Alors, évidemment, c'est pas la même chose. Là, on parle de la même loi, donc effectivement, l'associativité est évidente, la commutativité est également évidente. Alors, ensuite, on va voir, maintenant qu'on a vu les caractéristiques de ces lois de composition interne, les caractéristiques de ces magmas, on va voir un élément intéressant, qui est un élément qu'on va appeler l'élément neutre, et on va parler d'éléments inversibles. Alors, élément neutre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai un mouvement bizarre de ce que j'écris. Élément neutre et élément inversible. C'est très bizarre. Je vais fermer et je vais ouvrir le document. Hop. Alors voilà, j'espère que ça va être mieux. Ok, élément. Ok, c'est mieux. Élément neutre et élément inversible. Élément neutre et élément inversible. Alors, c'est une définition de théorème. On va voir. Définition, théorème. Définition de théorème. Hop. Donc, on va considérer soit M étoile, un magma, d'accord? Et E
un élément qui appartient à ce magma, d'accord, à cet ensemble. Petit m. On dit, quand est-ce qu'on dit que E est un élément neutre de M muni de la loi étoile. On dit que E est un élément neutre de la loi M étoile, du magma M étoile, ou un élément neutre pour la loi de composition interne étoile, si, quel que soit x appartenant à M, x étoile E égale à E étoile X égale à X. Alors, si on applique la loi de composition interne à deux éléments, un X qui appartient à M et à cet élément E, c'est la même chose que d'appliquer à partir de E à E et X, et ça nous donne X en fait. C'est-à-dire que l'application de la loi de composition interne qui associe cet élément E avec n'importe lequel des éléments ne le change pas. D'accord ? Donc on dit que E est un élément neutre. C'est comme si vous aviez par exemple une multiplication par 1. Si on fait une opération 5 fois 1, ça fait 5. Ça ne change pas, c'est pareil que 1 fois 5. Donc le E ici, on théorise, on définit rigoureusement ce qu'on appelle un élément neutre. D'accord ? Un neutre, ça veut dire que il n'a aucune influence sur l'élément. Si on applique la loi de composition interne à deux éléments et dont l'un est justement cet élément neutre, celui-ci n'a aucune conséquence, n'a aucune incidence sur le résultat puisque l'élément reste stable quand on l'applique, quand on applique la loi de composition interne en l'associant. Voilà. Ensuite, alors, le théorème, pourquoi c'est une définition théorème? Pourquoi? Eh bien parce que, attention, s'il en existe un, eh bien, un tel élément, s'il en existe un tel élément neutre, eh bien, il est unique. D'accord? Il ne peut pas y en avoir deux. Alors, et on parle du coup, de l'élément neutre de M. Et l'on parle de l'élément neutre de M plutôt que d'un élément neutre de M. Alors c'est important. De saisir la différence, la nuance, c'est qu'effectivement, on va parler de l'élément neutre. C'est l'élément neutre, l'élément neutre. C'est l'élément neutre de M, pas d'un élément, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Alors, on le note, comment on le note cet élément? On le note généralement on le note généralement 1M, c'est-à-dire 1, l'élément neutre. On s'inspire de notre élément neutre dans R des nombres, ou tout simplement 1. D'accord? Voilà. Ça, c'est effectivement en notation multiplicative. Hein. Pardon. Oui, notation multiplicative. Si l'on opte pour une notation multiplicative, eh ben, notre élément neutre, on va le noter 1M ou 1. D'accord? On le note 0M ou 0 tout simplement en notation additive. Additive, n'est-ce pas? Parce que l'élément neutre, effectivement, dans une addition, c'est 0. 0 plus 5, c'est 5. Ça ne change pas. Si la loi de composition interne est du type additif, où on a une notation additive, on a opté pour cette notation-là, bah, l'élément neutre, on va le noter 0. Ou 0M, selon l'exercice, selon la notation. Alors, vous allez me dire, mais, ok, très bien, mais comment cela se fait que cet élément soit unique? Alors, démonstration.
démonstration. Comment démontrer que s'il existe un élément neutre, il est unique? Alors, n'hésitez pas à me dire, à essayer de faire par vous-même, mettez sur pause, essayez de démontrer vous-même que s'il existe un élément neutre, eh bien, il est unique. Alors, souvent pour démontrer l'unicité, si vous n'arrivez pas à le démontrer, souvent essayez de prendre deux éléments. Supposez qu'il y en a deux, d'accord? Ok. Eh bien, démontrer que s'il y en a deux, bah forcément les deux sont égaux, d'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, si on suppose que E et E' sont deux éléments neutres de M, d'accord? Deux éléments neutres de M par la loi de composition interne étoile, pour étoile. Pour étoile, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a E étoile E'. À votre avis, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à E en fait, d'une part. D'autre part, E étoile E' peut être égal aussi à E'. Parce que comme E est un élément neutre, comme E' est un élément neutre, donc n'importe quoi qui est associé à E', eh ben, on va trouver la valeur de E. D'accord? D'une part. Et comme E est un élément neutre aussi, si on le compose avec E', on va obtenir E'. Donc, on a E étoile E' qui est à la fois égal à E et qui est à la fois égal à E'. N'est-ce pas? Donc, ça c'est égal à la même chose que ça en fait. E égale à la même chose que E'. D'où E est égal forcément à E'. Donc, si vous considérez deux éléments neutres, ils sont forcément égaux. Et par conséquent, il n'y en a qu'un seul en fait. Voilà la démonstration de l'unicité de l'élément neutre dans un magma, hein, pour une loi de composition interne. Ok. Et ensuite, on va voir l'élément inversible. Alors, maintenant qu'on a vu l'élément neutre, notre définition. Une autre définition. Alors, l'élément inversible. Alors, on va considérer soit M muni de la loi étoile, un magma possédant un élément neutre. Possédant un élément neutre, et X, un élément qui appartient à ce magma M. On dit que X est inversible dans M, muni de étoile. On dit que X est inversible dans M muni de étoile, ou bien inversible pour la loi étoile. D'accord? S'il existe un X' appartenant à M, on va appeler inverse de X, pour lequel X étoile X' égale X' étoile X égale l'élément neutre. Donc, vous vous souvenez comment on le note si la notation est multiplicative, 1E. D'accord? En gros, un élément inversible d'un élément, ou l'inverse d'un élément X, un élément inversible, c'est un élément qui admet l'existence d'un autre élément de telle façon que quand celui-ci est composé à son inverse, ça nous donne l'élément neutre. D'accord? Donc en gros, par exemple, pour la multiplication, si vous avez 5, eh ben, il existe l'inverse de 5. 5 fois 1 sur 5, c'est égal à 1. Donc 5 est inversible. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre nombre réel, bien sûr dans R, si on prend le magma R muni de la loi de composition étoile, d'accord?
eh ben, il existe un élément inversible effectivement pour n'importe quel réel, sauf pour 0. Donc c'est pour ça qu'on admet R étoile. Si on prend R étoile, par exemple, muni de la loi de composition interne fois multiplication, bah, tout élément est inversible. D'accord? Voilà donc pour cette définition de l'inversibilité d'un élément. Et donc x', cet élément qui existe et qui donne, une fois composé avec l'élément x, l'élément neutre, c'est ce qu'on appelle l'inverse de l'élément. Alors, on va voir un théorème très intéressant. Théorème. Alors, on va considérer M, donc soit M muni de la loi étoile, un magma associatif. Vous savez ce que ça veut dire, associatif, X étoile Y étoile Z, voilà, égale X, entre parenthèses, la parenthèse n'a aucune incidence sur le résultat. Donc un magma associatif possédant un élément neutre et je considère X, Y, Z, trois éléments qui appartiennent à M. Alors, théorème, la première chose, c'est l'unicité de l'inverse. Alors, c'est quoi l'unicité de l'inverse? Alors, si X est inversible, alors X possède un unique inverse. Si X est inversible, alors il possède un unique inverse. Alors, on peut parler de l'inverse de X plutôt que d'un inverse, comme tout à l'heure, l'unicité de l'élément neutre. Plutôt que de dire un élément neutre, on dit l'élément neutre. Donc ici, pareil, si X est inversible, il admet un unique inverse. D'accord? Donc, un unique inverse. Donc, on le note X puissance moins 1. D'accord? Bien sûr, ça, on le note comme ça, en notation multiplicative. D'accord? X puissance moins 1 en notation multiplicative. Et on le note moins X en notation additive. Donc X puissance moins 1 en notation multiplicative ou moins X en notation additive. D'accord? Voilà, donc en notation multiplicative, on parle d'inverse. En notation additive, moins X, on l'appelle opposé, d'accord? Donc ça, vous le savez déjà, hein. Tout est inspiré de ce qu'on fait déjà en opération, addition et différence dans N, dans Z, dans R, peu importe. Donc ici, on l'appelle opposé de X en notation additive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hop, simplification par un élément inversible. Simplification par un élément inversible. Alors, simplification par un élément inversible. En gros, on a deux choses. Si X étoile Y est égal à X étoile Z, imaginez, vous avez trois éléments de ce magma associatif M étoile. Si on a X étoile Y égale X étoile Z, et si X est inversible, d'accord? Alors,
si x est inversible, alors y est égal à z. D'accord? Si x étoile y égale x étoile z, et x est inversible, alors forcément, y est égal à z. Si y étoile x égale à z étoile x, d'accord? La même chose. Et si x est inversible, alors, encore une fois, y est égal à z. C'est très simple à démontrer, hein. Il suffit d'appliquer l'inverse de x à chaque fois, à gauche et à droite. D'accord? 3. C'est important aussi, ce qu'on appelle les puissances négatives. Les puissances négatives, alors, pour tout n, pour tout entier naturel n appartenant à n, d'accord? Si x est inversible, si x est inversible, alors x puissance n l'est aussi. D'accord? Et on note, plutôt que de noter x, l'inverse de x puissance n, d'accord? Donc x puissance n-1 si on est en notation multiplicative, égale à x moins 1 puissance n. Alors c'est important, je peux les inverser, quoi. D'accord? Cet élément, l'inverse de x puissance n, alors x puissance n c'est x étoile x étoile x étoile x n fois. Tout cet élément-là, son inverse, c'est la composition des inverses de x. X puissance moins 1 étoile x puissance moins 1 étoile x puissance moins 1 n fois. Cet élément est noté. Cet élément est noté x puissance moins n. D'accord? Voilà. Donc, la notation en général, la notation, si vous avez la notation x puissance k, c'est une notation qui est valable pour k appartenant à z. D'accord? A un sens pour tout k entier relatif. D'accord? Pour tout k appartenant à z. Donc pas forcément que pour n, les entiers naturels, mais également pour les entiers relatifs, ça, peu importe, indifféremment du fait que ce soit positif ou négatif, ça aura toujours une signification. Ok, et puis la dernière dimension de ce théorème, c'est l'inversibilité de l'inverse. Alors, est-ce que l'inverse est inversible à son tour? Eh bien oui, si x est inversible, si x est inversible, alors x moins 1, x puissance moins 1, l'est aussi. Et x puissance moins 1 égale à x, d'accord? Donc l'inverse de l'inverse, c'est égal à x. Alors, c'est très intéressant. En fait, les démonstrations ne sont pas du tout difficiles, hein, ici, franchement intuitives en réalité. Donc, on va les traiter très rapidement. Donc, l'unicité de l'inverse. Si x est inversible, alors x possède un unique inverse. Alors, pourquoi on a cette unicité de l'inverse? Bah, vous pouvez le démontrer, hein. Vous pouvez considérer qu'il y a deux inverses, en fait. Donc, imaginez que x', c'est l'inverse de x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons qu'on ait deux inverses de x. Appelons le premier inverse y, le deuxième z. Donc x étoile y égale à 1, x étoile z est égal à 1, d'accord? Et essayez de composer, de mettre par exemple, composé par l'autre inverse, x étoile y égale z, donc vous allez avoir, alors je vais l'écrire rapidement, x, un élément de m, inversible, très rapidement. Donc, imaginez qu'il a deux inverses, d'accord? Y et z, des inverses de x.
Donc vous avez x étoile y égale à 1, d'accord? Et vous avez x étoile z égale à 1 aussi. Et bien sûr, même dans l'autre sens, ça fonctionne, hein, parce que la loi est associative ici. Pardon, commutative. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? On peut dire tout simplement, appliquer z à x, ici. Donc, si vous faites z, vous prenez ça, vous faites à gauche z étoile, x étoile, y, donc vous appliquez z de part et d'autre, vous obtenez z là. Z étoile x, puisque z c'est l'inverse de x, ça nous fait 1, d'accord? Et donc 1 étoile y égale z. Mais vous savez que 1 étoile y c'est y, donc vous obtenez direct y égale z. Donc s'il y a deux inverses, et ces deux inverses sont égaux, d'accord? Voilà potentiellement une petite idée qui pourrait vous permettre de démontrer ça, hein. Et puis toutes les autres démonstrations sont de cet ordre-là, hein. Il n'y a pas vraiment de difficulté à appréhender ces démonstrations. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je ne crois pas que vous aurez des difficultés, très sincèrement, parce que ce sont des choses qui sont assez simples. Ici, en l'occurrence, la simplification par un élément inversible, c'est pareil, hein. Si vous avez x étoile y égale à x étoile z, si x est inversible, y est égal à z, parce que si vous faites entrer x moins 1, puissance moins 1 qui est l'inverse à gauche de part et d'autre, x puissance moins 1 étoile x, ça fait 1, l'élément neutre, et 1 étoile y, ça fait y, et vous faites pareil à droite, x puissance moins 1 étoile x étoile z, ça nous fait l'élément neutre étoile z, ça nous fait z, donc du coup, y est égal à z. Et la même chose pour la deuxième proposition. Les puissances négatives, ici, vous avez tout simplement une propriété, donc on a une définition de ce que c'est qu'une puissance négative. Par contre, effectivement, pourquoi x puissance n puissance moins 1, enfin l'inverse de x puissance n, c'est x puissance moins 1 n. Et bien c'est simple parce que x puissance n moins 1, l'inverse de ça, c'est quoi? C'est l'inverse en fait de x étoile jusqu'à x, tout ça puissance moins 1. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, regardez les amis. Si on fait x moins 1 étoile jusqu'à x moins 1, donc prenez juste ça. Très simple. Si vous composez x puissance moins 1 n, et vous composez ça avec x puissance n, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez en fait, là c'est x moins 1 étoile jusqu'à x moins 1 n fois, étoile, la même chose. X étoile jusqu'à étoile x, d'accord? Donc, bien sûr, on a n fois, hein. On peut enlever les parenthèses parce que la loi est associative, ça nous fait x moins 1 étoile jusqu'à x moins 1, étoile x, étoile jusqu'à x, ici, d'accord? Et vous prenez x moins 1 étoile x, vous pouvez placer la parenthèse ici, ça vous fait 1, d'accord? Et ensuite, 1, on peut le supprimer parce que c'est l'élément neutre, d'accord? Donc ensuite, vous allez avoir le prochain x qui va s'allier au prochain x moins 1 qui est là, d'accord? X étoile x moins 1, ça va vous donner encore 1, etc., etc. Donc de proche en proche, on va obtenir la simplification de ces multiplications qui vont se faire au milieu de cette succession de lois, de succession d'opérations appliquées par cette loi, enfin induites par la loi de composition interne, jusqu'à obtenir 1. D'accord? Et comme vous avez x puissance moins 1 puissance n étoile x puissance n, vous composez deux éléments, vous obtenez l'élément neutre, c'est que forcément x moins 1 puissance n, c'est l'inverse de cet élément. Donc c'est x puissance n moins 1, c'est l'inverse de x puissance n. La démonstration est assez évidente. Voilà les amis, alors si vous avez des difficultés à appréhender ce que je viens d'écrire, parce que je le fais rapidement ici, je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, je compte sur vous pour essayer de le faire. D'ailleurs, ça pourrait être un très bon exercice sur l'inversibilité, etc., sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ça ne présente pas vraiment de difficultés. Et pareil, hein, pour la dernière
propriété qui est l'inversibilité de l'inverse. Comment est-ce qu'on peut inverser l'inverse et le fait que l'inverse de l'inverse soit x en fait. C'est très simple aussi. Voilà les amis pour cette notion pour ce théorème. Alors, ensuite on va voir la définition qui est très importante aussi, qui va nous servir également par la suite, qui est la distributivité. La distributivité d'une loi sur une autre. La distributivité d'une loi sur une autre. Alors, on va considérer un ensemble, donc définition. Définition. Alors, soit E, un ensemble. Soit E, un ensemble, et étoile, et plus, alors, étoile et plus, deux lois internes sur E. Deux lois de composition interne sur l'ensemble E, d'accord? On dit que E, enfin que étoile, pardon, est distributive, que étoile est distributive sur plus, alors si, quel que soit, si vous prenez trois éléments x, y, z qui appartiennent à E, si vous faites x étoile, entre parenthèses, y plus z, vous obtenez x étoile y plus x étoile z, d'accord? C'est ce qu'on dit, on dit que la loi, ici, étoile, est distributive sur y plus z. Et même si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si vous avez y plus z, et ici étoile x, on peut distribuer x dans le sens, d'accord? Enfin, c'est plutôt y qu'on va associer à x, et z associé à x. Donc du coup, on obtient quoi? On obtient y étoile x plus z étoile x. D'accord? Et là, on dit que la loi est distributive. Donc une loi distributive par rapport à une autre, c'est un peu comme si vous développez une expression. C'est comme la multiplication dans R par rapport à l'addition. Par exemple, ce sont deux lois. La loi multipliée est une loi distributive par rapport à l'addition. Et il y a d'autres choses, je ne vais pas parler comme exemple de ce que vous connaissez déjà, ce qui semble évident, la distributivité par exemple de fois par rapport à plus, mais on va par exemple, je vais vous donner un exemple très intéressant. Si on prend par exemple P de E, alors soit E un ensemble, P de E c'est quoi? P de E c'est l'ensemble des parties de l'ensemble E, d'accord? P de E, je vous rappelle, c'est l'ensemble des parties de E. Ok, alors, juste petite parenthèse, par exemple, si votre ensemble E, c'est 1, 2, 3, bah, P de E, c'est l'ensemble qui est formé de toutes les sous-parties de E, en fait. Donc, l'ensemble vide, le singleton 1, le singleton 2, 3... 1, 2, 1, 3, 2, 3 et 1, 2, 3, d'accord? Toutes les parties de l'ensemble. L'ensemble des parties d'un ensemble, ça va être toutes les sous-parties de E, en fait. L'ensemble des sous-parties de E, quoi. En incluant, effectivement, l'ensemble vide. Donc voilà, juste, je referme la parenthèse pour celles et ceux qui n'auraient pas saisi cette notion de P de E. Donc prenez un ensemble E, l'ensemble P de E par exemple, et on va le munir de lois de composition interne.
c'est quoi les lois de composition interne sur un ensemble? Bah, par exemple, l'intersection et l'union, d'accord? Donc si on considère A, B, C, trois ensembles, donc trois parties de E, d'accord, qui appartiennent à P de E, et bien, figurez-vous que si on a A, ici la loi de composition interne, ça va être l'union, appliquée à A inter, à B inter C, on peut écrire ici, c'est A union B inter A union C, d'accord? Donc on dit que quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ici, c'est la distributivité de union par rapport ou sur l'intersection. Et vous avez la même chose pour la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Donc A inter B union C, je peux écrire aussi A inter B union A inter C. Et donc là, j'ai distribué l'intersection sur l'union. Donc voilà. Donc ce sont deux lois qui sont distributives l'une par rapport à l'autre sur l'ensemble des parties de l'ensemble E. Voilà les amis pour cette partie. Alors, une dernière partie très importante qui va clôturer les lois de composition interne et cette partie magma avant d'attaquer la notion de groupe. Et je pense que la définition et les propriétés d'un groupe, je vais les développer dans une autre vidéo. Je pense que c'est plus intéressant, comme ça, c'est pas très condensé sur une seule vidéo et vous avez la possibilité de respirer un petit peu. Donc je vais terminer par une partie très intéressante qui va nous servir dans la suite. Ce sont les parties stables par une loi. Les parties stables par une loi. Alors, définition. Alors, on va considérer M muni de la loi étoile un magma et A une partie de M. A une partie de M, d'accord, de cet ensemble. On dit que M est, que A est stable. On dit que A est stable par la loi de composition étoile si, quels que soient deux éléments A, A' appartenant à A, si on applique sur ces deux éléments A et A', la loi de composition interne, donc A étoile A', on va trouver un élément qui sera à son tour le résultat de cette application de cette loi de composition interne sur ces deux éléments va appartenir également à A. Dans ces conditions, on dit que A étoile est lui-même un magma voilà, on dit que A étoile est lui-même un magma, et donc parce qu'il est stable par la loi de composition interne. Voilà, donc on a dit que c'est un A est stable par la loi de composition interne si pour n'importe quel deux éléments de A, si on fait la loi de composition interne sur ces deux éléments, on trouve un élément qui est également dans A. On ne sort pas de A. Donc on dit que A, du coup, dans ces conditions, A étoile est lui-même un magma. Et donc on dit que même, on peut dire que c'est la restriction, que A étoile est la restriction étoile, la loi de composition interne, la loi étoile, on peut la noter, peut-être notée sur A, peut-être notée sur A, étoile, A, croix, A. D'accord? Étoile, A, croix, A.
Ça veut dire c'est la restriction de la loi étoile générale sur E sur A, d'accord? Voilà, donc ça c'est très important. Des exemples de ça, bah, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, si vous considérez l'ensemble des nombres complexes, C, vous prenez N, qui est une partie de C, c'est une partie qui est stable par la loi de composition interne plus, d'accord? Vous savez bien que l'ensemble des entiers naturels est un sous-ensemble de l'ensemble des nombres complexes, par exemple. Et bien, les entiers naturels, si vous prenez 2 éléments des entiers naturels, vous restez dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, la loi de composition interne plus, bien sûr, sur N, est une loi qui le rend stable. En gros, on ne peut pas avoir 2 éléments entiers naturels, leur appliquer la loi plus, et sortir de cet ensemble, et avoir un complexe qui ne soit pas, par exemple, entier naturel. C'est pas possible. Donc, voilà, donc ce sont des sous-ensembles stables par l'addition et par le produit aussi. Voilà les amis, sur cette partie. Donc on a vu beaucoup de choses, on a vu la définition de la loi des compositions internes, l'associativité, la commutativité, toutes les propriétés, les éléments neutres, les inverses, on a vu les magmas, on a vu la commutativité, enfin on a vu énormément de choses qui vont nous servir par la suite. Et restez connectés parce que la prochaine vidéo, je vais définir ce que c'est qu'un groupe, toute la structure d'un groupe, un groupe commutatif, etc. Et puis dans les vidéos suivantes, on va voir la notion d'anneau, on va voir la notion de corps, et on va même voir la notion d'espace vectoriel. Donc si vous appréciez ces vidéos, si vous avez compris, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me suivre, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs, ou par des stages de remise à niveau, d'approfondissement. Et je vous dis à la prochaine vidéo.